Bonsoir à tous et bienvenue pour la Squared Circle Radio, deuxième émission, deuxième semaine et je suis Raccoon, présent toujours pour vous accueillir dans ce show et toujours à mes côtés cette semaine, Tim et Rome. Tim, on va commencer par toi, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et Rome, de ton côté, comment te sens-tu après cette première semaine dans le monde de YouTube, on va dire ? Ça va toujours très bien. D'accord, mais en tout cas on a un bon programme cette semaine, encore une fois, programme assez chargé, dans une émission qui va être un format un peu plus court que la semaine dernière, on l'avait dit, et on commence tout de suite, je propose, premier son de cloche les gars si vous voulez bien, et on va commencer avec du classique, et avec la WWE, premier son de cloche. Et donc cette semaine, les gars, je vous propose de parler de No Mercy, le pay-per-view qui arrive dimanche. À grands pas. Et exactement, un grand pas et que l'on attend surtout. Pay-per-view qui s'annonce très important pour SmackDown et surtout qui va sûrement un peu plus nous emballer que Clash of Champions. Je vous propose de faire un rapide retour sur la carte. Parce que mine de rien, on a une carte assez bien établie. Alors, vous allez me dire si j'oublie des choses. Normalement, on a un match en main event pour le WWE World Championship entre AJ Styles, John Cena et Monsieur Dean Ambrose. Donc le tout dans un three-way, triple threat, donc un three-way, si je dis pas de bêtises. On aura aussi Becky Lynch face à Alexa Bliss pour le SmackDown Women's Championship. Single match par la même occasion. Entre autres, Heath Slater et Rhino face aux Usos pour le titre SmackDown Tag Team Championship. Et le quatrième match très important, selon moi, c'est l'affrontement entre The Miz avec Maryse face à Dolph Ziggler dans un title versus career match. Je pense que Tim, tu voudras nous en parler un peu plus précisément par la suite. Et on aura aussi Randy Orton face à Bray Wyatt, Nikki Bella face à Carmella et Kurt Hawkins face à un adversaire qui sera annoncé le soir même. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte, les gars ? Je vais commencer. Ouais, vas-y, Ron. Clairement, je trouve que je pense que No Mercy va marquer le début de la supériorité de SmackDown par rapport à Raw. Par rapport, si on peut commencer à comparer un peu, on va commencer à comparer un peu. Quand on a regardé Backlash et quand on a regardé Clash of Champions, on a largement vu que Backlash l'emportait par rapport à Clash of Champions. Totalement. De par le booking, de par ce qui s'est passé, de par les matchs. Et je pense que encore une fois ce sera le cas par rapport à No Mercy. No Mercy qui est donc ce dimanche et elle est celle qui va arriver bientôt. Exactement. Et je pense que la carte de n'est pas encore annoncée. Donc. Non, il y a pour quelques matchs qui l'instant, sont annoncés, mais donc on comparera quand la carte de la sera annoncée, fin du mois, quand le pay-per-view sera passé quoi. Mais je pense très clairement. Pardon ? Que No Mercy s'annonce quand même pas mal, donc ils ont une bonne. Ils vont prendre la longueur d'avance, quoi, on peut dire. C'est ça. C'est que No Mercy prend très clairement une longueur d'avance et une option sur le fait d'être meilleur que El Nocel, quoi. Oui, et par rapport à ce que s'est passé avant. Et c'est vrai qu'au vu des matchs proposés et au vu surtout des affiches, en fait, on va dire pas, parce que tous les matchs ne vendent pas du rêve, forcément, mais et encore. En gros, on a que les matchs de championnat qui sont intéressants. Après le reste, c'est quand même moins fameux. Et on l'a vu encore une fois même cette si semaine. Le retour de Kurt Hawkins peut être sympa à voir. Ça dépend qui fait face et s'il y a une réelle rivalité ou si c'est juste un squash match pour le mettre en avant. Kurt Hawkins revient à SmackDown, je crois, non ? Oui, Kurt Hawkins. Oui, à SmackDown. Il revient à No Mercy, donc c'est ça. Et du coup, la question que je vais vous poser par rapport justement à cette carte et à No Mercy, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut clairement dire qu'il y a une réelle différence entre le roster de Raw, donc qui est quand même agrémenté de la Cruiserweight Division, on en a parlé assez longuement je pense la semaine passée, et le roster de SmackDown qui n'a pas tellement de spécificité et qui pourtant arrive à surprendre dans le bon sens. Moi, ce que je voulais...
allez-y. Mettez-vous d'accord, les gars, parce que si dès le début vous coupez la parole. Je vais commencer. Vas-y, Rome, c'est ta spécialité. En fait, quand on a eu le brand split et quand on a eu le draft pour avoir les 2 brands, on s'est tous dit au début que le roster de SmackDown il était un peu faible quand même par rapport à celui de Raw. Enfin, moi, quand on a vu que Seth Rollins, Kevin Owens, Jericho et tout ça étaient à Raw et que de l'autre côté on avait que Styles, Ambrose et Cena pour tenir la baraque, on s'est clairement dit un peu que ça allait être juste quoi par rapport à Raw. Et au final, on se retrouve avec SmackDown qui est quand même bien meilleur que Raw. Ouais, totalement même. Et je pense que c'est parce que sûrement le roster de SmackDown est peut-être un peu plus homogène que celui de Raw. Et peut-être aussi qu'il y a une histoire de booking quelque part, c'est peut-être pas la même équipe. Alors, ce qui est sûr, je me suis renseigné sur le sujet, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas les mêmes le head booker est le même pour la WWE, mais les teams d'écriture ne sont pas les mêmes pour Raw et SmackDown. Ce qui fait qu'il y a justement peut-être cette différence, mais après, en toute honnêteté, je pense pas non plus que Raw ait à se plaindre de Ah non, ils ont un bon roster. Ouais, de son roster. Bonne équipe. Maintenant, je pense que la force de SmackDown depuis le brand split, c'est clairement ils ont su faire monter des têtes. Ils ont réussi à donner à AJ Styles déjà la ceinture majeure. Ouais, ils ont renouvelé les têtes. Mais bon, Raw aussi avec Kevin Owens et compagnie. Moi, je trouve plutôt que le problème, c'est toujours que Raw est trop long. SmackDown, ils ont 2 heures, c'est très bien, c'est tout. Tu penses que de là, moi, je pense. Vous pensez que du coup, du fait des 3 heures, on voit trop de têtes et du coup, on peut pas assez s'habituer et pas assez mettre en avant certaines personnes? Parce que la logique. Surtout Vas-y, Tim. Il y a trop de choses bougent trop au milieu. Tu vois, SmackDown, ça va assez vite à l'essentiel. T'as les grosses rivalités et t'as pas trop de bouge trop au milieu. Raw, t'as trop de segments annexes, on va dire, je pense. D'accord, parce que mine de rien, normalement on avait dit que les 3 heures étaient faites pour mettre en avant les lutteurs et tout, mais est-ce qu'avec justement le brand split ça sert en fait plus à rien? Mais au final on se retrouve avec un show de 3 heures qui met toujours en avant les mêmes lutteurs quoi. Ouais, totalement. Quand t'as le dernier Raw qui commence avec le champion des États-Unis et que après on se tape Seth Rollins, Kevin Owens dans les segments qui suivent, et que ensuite on se retape Kevin Owens et Jericho dans un autre segment et que c'est non mais c'est ça, c'est redondant. Il y a un match en tag team qui suit pour les tag teams, tu te rends compte que c'est toujours un peu les mêmes personnes qui sont mises en avant. Bon après Kevin Owens c'est le champion majeur de Raw donc on peut pas dire le contraire tu vois. Ouais bah oui totalement. C'est toujours un peu les mêmes têtes qui sont quand même mis en avant tu vois. Oui parce que les plus gros lutteurs ont toujours 1 ou 2 segments dans le même show et voire 3 pour les plus gros et c'est toujours un peu les mêmes têtes qui sont mis en avant quoi. Ouais parce que pour rappel un petit récap de Raw de ce qui s'est passé cette semaine, entre autres on a eu un match qui devait être pour le Cruiserweight title entre Brian Kendrick et TJ Perkins mais qui au final était un no title match qu'a remporté Kendrick. On a eu un squash de Braun Strowman, on a eu une victoire de Sami Zayn comme vous pouvez le voir en dessous, mais on a surtout eu un match pour les Raw Tag Team Championship entre le New Day et le Jericho, donc l'association de Jericho et Kevin Owens, remporté par nos champions par équipe forcément, mais moi à travers ça ils ont continué la feud avec Rollins et je trouve pas que ça soit transcendant. Alors Rollins en face, je pense que c'est une excellente idée, mais il faut qu'il lui redonne le titre assez rapidement pour qu'il puisse faire remonter la cote de popularité de Raw, parce que je suis désolé mais pour l'instant Owens, malheureusement, ce n'est vraiment pas une réussite. J'ai envie de dire, la seule force de Raw en ce moment, c'est sa division féminine, parce qu'on a quand même eu un excellent main event cette semaine entre Sasha Banks et Charlotte pour le Women's Championship, avec une victoire de Sasha Banks comme vous avez pu le voir dans le récap des résultats, et ils ont volé le show. Enfin, ils ont pas volé le show parce que c'était le main event, mais ils ont fait le travail. Et c'est ce qu'on attend des autres lutteurs, justement, de ce brand-là. Alors qu'à SmackDown, je suis désolé, on se foutait de la gueule de Heath Slater, sauf qu'il est en train de
porter à lui tout seul son équipe avec Rhino, même si dans le ring, bon, c'est peut-être pas ça, mais il y a de l'entertainment, on a ce qu'on veut. Il y a les jeunes d'NXT qui font vraiment le travail, American Alpha, Eyebrows, Jack Swagger trouve une nouvelle vie. Bon, c'est pas non plus transcendant, hein, mais on met en avant des personnes qu'on connaissait soit des anciens lutteurs qu'on ressort des cartons, on va dire ça comme ça, grossièrement, soit des lutteurs d'NXT qui arrivent et qui font le travail, et je trouve qu'à Raw, on n'arrive absolument pas à se décrocher du produit habituel, on va dire, entre guillemets. Malgré les c'est pour ça 3 que je heures. trouve SmackDown meilleur, mais... Oui, voilà. C'est clairement désolant. Alors après, je dis pas que SmackDown est bon dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé que le fait qu'à chaque fois on ait un segment qui se ressemble beaucoup entre Styles, Ambrose et Cena, bon, c'est un peu redondant. Cette fête tourne en rond. Hein. Ouais, la fête tourne en rond, et je pense qu'au final, ce sera pour redonner à Cena peut-être le titre et pour le faire repartir contre une grosse tête. Peut-être à l'Interbrand, pourquoi pas. Oui, ou à WrestleMania tout court, mais voilà. Mais j'ai l'impression que c'est le seul malus avec peut-être la division féminine de SmackDown, alors que Raw, on les compte sur une liste. D'ailleurs que j'aurais vraiment préféré que les Cruiserweight aillent à SmackDown et qu'on fasse une division à Raw, que les femmes soient toutes à Raw et que ce soit plus un gros roster féminin. Ouais, mais ça, je pense que d'un point de vue business, on va dire, entre guillemets, ils peuvent pas se le permettre parce que ça ferait... Alors, bon, je pense qu'il y aurait eu toujours 2-3 abrutis pour annoncer que c'est un truc totalement misogyne, etc. Mais ça ferait genre, Raw, c'est les femmes et SmackDown à l'exclusivité sur les hommes et... C'était ça à l'époque, en 2003 jusqu'à 2007, peut-être, je sais plus. SmackDown avait le titre Cruiserweight jusqu'à la disparition du titre justement, et Raw avait des femmes, et je pense qu'avec le roster qu'on a maintenant, ils auraient pu créer un titre féminin par équipe, plutôt que de créer un deuxième titre féminin comme ils ont fait à SmackDown, hein. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir 2 titres féminins, en solo en tout cas. Surtout 2 titres féminins qui ont la même gueule par une couleur différente. Et surtout qu'on voit quand même à Raw, le titre est quand même bien plus mis en avant. Becky Lynch, j'ai pas l'impression que c'est la championne de SmackDown, mais si on devait mettre une hiérarchie, le titre serait en dessous de celui de Raw, tu vois. Ouais, totalement. Un peu... Et puis on voit bien que elle est charismatique, on a une championne charismatique partout. On a ce fameux match sur lequel je voulais revenir d'ailleurs pour No Mercy. On a quand même un title versus career match dans un pay-per-view qui normalement devrait être lambda, et lambda, et on a quand même Dolph Ziggler qui va remettre sa carrière en jeu face aux Miz pour le titre intercontinental. Et est-ce que c'est pas une manière de compléter la carte, parce que la carte finalement quand tu la regardes, il y a des bons matchs, mais il n'y a aucun match avec aucune stipulation particulière. C'est le seul match qui a une stipulation et qui donne vraiment plus de crédit au pay-per-view, moi je trouve. C'est un peu d'ailleurs c'est The Miz qui est sur l'affiche du pay-per-view. Pour moi c'est le main event entre guillemets, c'est le match le plus attendu, c'est Ziggler contre The Miz. Ouais. Est-ce que après c'est pas aussi il profite pas aussi du fait que il y a plein de rumeurs sur le fait que Ziggler en parte et justement pour mettre le doute aux fans, coup ils en profitent pour faire ça et pour mettre le doute, et pour le coup ça marche parce que on sait tous que la rumeur qui tourne que Ziggler veut se barrer et que son contrat est à terme et qu'il ne peut pas renouveler, et que personnellement je suis très mitigé sur le résultat. Totalement. Ça fout le doute à tout le monde, quoi. Du moins à tous ceux qui se tiennent au courant, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, nouvelle petite chronique dans l'émission, le moment prono. Voilà, donc vous voyez qu'il apparaît en gros sur le visuel. On va chacun donner nos pronostics. Vous avez la carte sous les yeux, les gars, ou pas? Est-ce qu'on explique à chaque fois notre... Alors non, est-ce qu'on explique pourquoi? Vous donnez un pronostic simple. Moi je les prendrai en compte, et la semaine prochaine on fera sûrement un retour sur ces pronostics. Donc à vous de me dire. Sinon... Oui, bien sûr. Je propose que Rome, on commence par toi. Tu commences par où tu veux. Tu me dis ce que tu fais dans l'ordre. Ouais, fais-le dans l'ordre. Je pense que c'est ce pour le triple threat, pour No Mercy, on va faire ça très très vite. Moi je pense que je pense pas que Styles perde le titre tout de suite. Donc je vais avec Styles conserver. D'accord. De même pour Becky Lynch, je la vois pas perdre le titre tout de suite.
Après, il y a le match pour les titres Par tag team équipe, ouais. et contre les Usos, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui sont bien mis en avant en Ouais. ce moment, en plus, vu qu'ils ont fait un heel turn et ils ont un tout nouveau Ouais. style vestimentaire, tout ça, et même dans le ring, ils sont un peu plus agressifs. Ouais, c'est ça. Plus agressif, ouais. Moi, je verrais bien Slater et Rhino conserver, même Conserver. si j'ai un doute avec les Usos. Parce que tout simplement, Slater et Rhino font le taf au niveau de la tag team. Après, s'ils veulent relancer les Usos, bah ouais, je pense qu'ils vont leur donner le titre. Ouais, totalement. Le titre pour le match pour le titre intercontinental, Ouais. c'est le gros point d'interrogation de ce show. Je vais pas trop me mouiller, je pense que je vais pas trop me prononcer sur ce match-là parce que j'ai pas envie de trop me tromper. D'accord, on comptera ensemble vite pour ce match-là. Parce que je suis partagé entre le fait que le Miz garde le titre pour continuer son bon run et le fait qu'il le donne à Ziggler pour le faire rester. Ou qu'il fasse tout simplement perdre Ziggler et qu'il s'en aille. Donc voilà, on sait pas trop. Enfin, je sais pas trop en tout cas. Et du coup, Orton, Bray Wyatt. S'ils font gagner Orton, ce sera vraiment des connards parce que. Ouais, Wyatt n'aura jamais Wyatt été dans une fête pour ouais, le c'est faire ça. perdre à chaque fois, c'est Totalement. vraiment des connards, tu vois. Donc, donc j'espère une victoire de Wyatt. Et bon. Pour le dernier match, je vois bien Nikki Bella gagner tout simplement. D'accord, ok. Totalement. Et un possible adversaire pour Hawkins, non? Je sais pas du tout. Peut-être Jack Swagger, qui sait? Ouais, Jack Swagger. Ouais, totalement. Mais et du coup, Tim, à toi de jouer. Moi, je vais faire sans vitesse parce que sinon. Oui, on va y passer des AJ heures. Styles, D'accord. Becky Lynch, je verrai peut-être les Usos parce que je pense que Rhino et Slater c'est vraiment une alliance éphémère. Et les Usos, je les vois bien être bien relancés en heal. Après, je mets The Miz parce que mon avis Dolph Ziggler, je pense vraiment que c'est la fin pour lui. Ensuite, Orton parce que c'est Orton. Que Wyatt va encore se faire enterrer. Nikki Bella aussi parce que Carmella elle est pas encore prête du tout. Et on va finir par Hawkins parce que il revient, donc il faut lui donner une victoire sinon je vois pas l'intérêt. D'accord. Voilà. De mon côté, moi, ce que je vois, c'est Styles, Becky Lynch. Même si Alexa Bliss pourrait récupérer le titre vu son push actuel, je vois bien Slater et Rhino quand même conserver. Je vois Dolph Ziggler forcément obtenir son titre intercontinental parce qu'on a quand même une grosse feud. Je vois Bray Wyatt remporter le match quand même parce que bon. Orton a été beaucoup mis en avant dans cette feud. Il en a besoin. Hein, et Wyatt, s'il veut rebondir à un moment donné dans sa carrière, il va falloir qu'il aille remporter des matchs importants, on va dire. Et pour la fin, ouais, je vais dire Bella et Hawkins comme team parce que forcément, on va pas non plus donner à Hawkins une défaite Carmella, et surtout à Carmella une victoire illogique contre Nikki Bella. Donc voilà, ça c'était pour le point prono. Du coup, on va reprendre. Deuxième son de cloche. Et on attaque sur TNA Bound for Glory. Enfin, on a eu un minimum de réponses cette semaine. On s'en est posé beaucoup la semaine dernière. Et au final, TNA Bound for Glory a quand même eu lieu. Aussi étonnant que ça puisse être. Et la TNA, est toujours à flot. Et financée pour la suite. C'est ça, voilà. Exactement. J'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont pu le faire, quoi. Enfin... Oui, heureusement pour nous, même si, alors je me suis tapé le show, non pas que c'est un gros labeur, mais j'ai regardé le show quand même, pour le bien de l'émission, et pour le bien des renseignements, j'ai pas trouvé le show exceptionnel, franchement. Ah, loin de là, il était loin d'être exceptionnel. On voyait... C'était correct, mais c'était pas... Ouais, voilà, c'était un show correct, mais loin d'être bon. Quand on sait que c'est censé être le WrestleMania de la TNA... De la TNA, on est vraiment forcément déçus. Et du coup, les gars, j'aimerais vous demander votre avis actuel sur la TNA. Est-ce que vous pensez que la Total Non-Stop Action, comme on l'appelle en entièreté, est un projet qui peut durer plus longtemps que ça ou pas? Moi, je pense que ça peut se poursuivre, mais déjà peut-être pas infiniment, ça peut-être durer encore 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais le financement, petit à petit, ça perd en qualité depuis des années. Alors même s'il y a des bonnes choses qui reviennent je sais pas, depuis 2-3 ans, on a quand même des Ethan Carter qui portent le show, heureusement qui sont là.
Mais sur le long terme, je vois pas la TNA réussir à sortir de l'eau vraiment, quoi. Je pense que là, c'est juste un dernier sursaut et j'imagine pas. Ouais, Voilà. je pense un peu comme team. Là, ils ont trouvé le financement ric-rac pour financer Bound for Glory et leur semaine de taping. Si jamais ça se produit, je pense pas qu'ils aient autant de chance que ça. Surtout qu'on sait même pas c'est qui a financé Ouais, le gros problème, parce qu'on les 600 000 $, parce que apparemment c'est pas Corgan. voilà, on va en parler. Ce n'est pas Corgan, c'est un investisseur extérieur qui aurait financé ça. C'est quand même alors c'est très louche premièrement, et Ouais, puis je veux dire c'est super bancal. C'est très très bancal comme Ouais. situation. Ah, Si bah, t'as intérêt à ce point-là. alors C'est je clair pense que que c'est c'est pour le suspense qui peut-être ils annoncent pas l'investisseur, mais si c'est parce que c'est vraiment un tierce extérieur et que du coup ils seront financés par un tierce extérieur sans vouloir dire qui c'est, ça veut dire qu'il y a peut-être une appréhension de l'annonce du nom, etc. Ça va être très très bof. Hein. Ça va être très très bof. Et puis là, on a eu des tappings, je crois, pour 3 semaines, il me semble. Pas plus. Je sais pas du tout. Enfin, là, je suis pas sûr du tout, mais il me bon, semble qu'on a en eu gros, des tappings pour 3 est-ce que semaines. ce financement, c'était, ça se trouve, le financement est occasionnel et après, dans un mois, 2 mois, ils vont peut-être redemander de l'argent, c'est encore. Ouais, parce Moi, que c'est ça que j'ai peur. C'est... Ouais, oui, c'est ça. la vraie peur avec la TNA qu'on peut avoir actuellement, c'est que clairement, ils aient tout le temps cette position, alors excusez-moi du mot, le mot est peut-être un peu gros, mais de mendiant, de venir dire on a besoin de financement, on est enfin on est dans la merde au niveau financier, on n'a pas de quoi payer nos lutteurs / nos tappings, ça fait énormément pour une fédération qui se veut normalement être la 3e, 4e mondiale. Et Ouais, il y a quand même des Ouais, c'est rumeurs, sûr. vu qu'on ne connaît pas l'identité du financeur, il y a quand même des rumeurs qui tournent que c'est Vince Lehman qui aurait bien financé Ouais, lui-même ça, le show. les Bon, rumeurs là, comme ça. j'y crois moyen honnêtement, mais bon, tu vois, McMahon, on je sait pense que jamais. Moi, McMahon, Vu le personnage, j'y on crois sait autant que jamais. le Père Noël, quoi. ouais voilà. Et... Putain, Dieu sait qu'il y croit pas au Père Noël en plus, Tim. Hein, moi, je vous le dis. Non, mais Ah bon? plus... Il n'existe pas? voilà, on est désolé pour notre jeune public, on vient de tout casser là, c'est affreux. Ah oui, c'est merde. Mais plus sérieusement, enfin, c'est pas logique. Si McMahon avait vraiment pris ce financement en main, clairement, je pense qu'il aurait ouvert sa gueule. Obligé. Ouais, il aurait annoncé. Il aurait été Genre, trop genre vu un satisfait. segment avec Fan Bound for Glory, t'as Vince McMahon qui arrive, bon, c'est moi qui ai financé, maintenant la TNA m'appartient, ou quelque chose comme ça. Mais oui, Mais, et enfin, on en avait maintenant, parlé j'ai que en ma botte. off. Voilà, c'est ça. Il aurait pas pu faire quelque chose de discret si ça avait été lui. C'est pas possible. Ça tombe pas sous le Ouais, sens. et puis surtout, pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il Voilà, le ferait? et ça lui Soit il correspond l'achète et pas. il le dit haut et fort, soit ils ont aucun intérêt à le garder secret. Totalement, Ouais. je suis totalement d'accord. Et puis, de toute manière, on sait que la TNA à l'heure actuelle, au vu des tappings, on ne met pas de spoil, mais au vu des tappings, ne sait clairement pas où elle va. Alors si, une chose que tous les fans savent, c'est qu'elle va droit dans le mur, même ses propres fans, quitte alors malheureusement à être un peu négatif envers la TNA actuellement, mais c'est pas un produit de lutte pure, Impact Grand Championship par exemple. C'est pas C'est très hybride. Ouais. oui, voilà, c'est de l'hybride. Alors, il y a une X-Division qui est totalement laissée de côté, alors que c'est la trademark de la TNA. On a des têtes d'affiche qui sont mis en avant depuis 1 an et qui n'arrêtent pas. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de mise en avant de nouveaux lutteurs. On a, là on a eu Hayley Drake qui a remporté un title shot pour n'importe quel titre. Hayley Drake, alors je veux bien que ça soit la nouvelle coqueluche mid-card de la TNA, mais enfin c'est pas un lutteur établi dans le roster, pour moi en tout cas. En même temps, ce match, il y avait il y avait personne d'établi dans le roster, donc soit ça permettrait à Elite Drake de vraiment exploser et de prendre sa place dans les main events, et donc là, justement, ça permettrait ce renouvellement que tu demandes. Ça serait une bonne chose, parce que de toute façon, c'est le plus intéressant parmi ceux de ce match, je pense. C'est celui qui a le plus de potentiel parmi les Tyrus, Jesse Goders et compagnie, hein, donc... Totalement. Après, moi, ce que j'ai pas compris, c'est le build-up d'Issy Free, tout ça, pour arriver au match et perdre.
Ouais, soit c'est ça. lâché. Enfin, oui, parce que en voyant. Tu fais pas autant de build-up pour une défaite, quoi. Enfin, Ouais, mais Lashley, c'est un champion dominant depuis pas mal de temps quand même. ouais, Ouais. Il a récupéré 3 titres. Bon, après, il en a rendu un vacant, il en a unifié un, ça a permis d'en créer un 3e. Enfin, c'est un beau bordel. Oui, Mais Lashley, totalement. quand même, ultra dominant. Et je Ouais. pense que cette victoire, c'était vraiment pour l'établir en tant que champion ultime de la TNA, toi. Ouais, après, de ce que j'ai vu des tappings, ouais, quoi. Enfin, ouais. Ah bon, La ça, j'ai raison, pas elle vu. tient moyen. oui, la raison tient très moyen. Coup de cloche, c'est les gars, Mac. coup de cloche. On switch. On est sur un format plus court cette semaine. Écoutez, on n'a pas le temps en réduction budgétaire déjà, dès la 2e émission. Et on va parler de quelque chose dont on n'avait pas parlé la semaine dernière, mais qui pourtant est très important dans le monde de la lutte. La lucha libre. Bon. De par la lucha libre, on va pouvoir parler d'un autre sujet, mais de la AAA, qui a fait un de ses gros shows de l'année, Héroes Immortales 10, et qui a reçu de très bons retours déjà de la part du show, mais qui a surtout eu une grosse histoire derrière ça. C'est notre ami Alberto Del Rio, donc Alberto El Patron dans les fédérations indépendantes, qui devait être dans le main event, si je dis pas de bêtises jusque-là. Avec Non, c'était pas le main event. Hein. oui, c'était un des. Si, c'était le main event, c'est ça. Avec en équipe avec Psycho Clown face à Dr Wagner Jr. et Pagano. Et il s'est avéré que à quelques minutes du début du show, Alberto El Patron n'était pas présent et que il n'a pas fait acte de présence pendant le show. La AAA a commencé à annoncer que Del Rio était dans de mauvais termes. Il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Et puis, hier soir ou avant-hier, on a appris que Alberto El Patron s'était fait poignarder avant son arrivée, qu'il avait été obligé d'aller aux urgences. On a vu des photos qui sont un peu gore, je trouve, sur Instagram, où et on voit clairement qu'il s'est bien fait lacérer la peau. Et ça nous amène au sujet de cette semaine sur la lucha, on va dire, étant donné que c'est un lutteur du pays. Est-ce que Del Rio est un électron libre de luxe qui ne plaît pas dans le monde de la lutte? Donc, je donne la parole à l'attitude, quoi. Ouais, voilà. Tim, si tu veux commencer? Ouais, bah allez, pourquoi pas. Oui, vas-y. Bah, je pense que le gars, il a le talent hein, dans le ring, donc tout le monde le veut pour son talent, pour son charisme. Mais il a tellement une attitude de merde, c'est l'argent avant tout. Bon après c'est normal, il se fait payer pour son boulot comme n'importe qui, mais il en veut trop et après il est capable si on lui propose plus, il a aucune loyauté en fait ce gars. Et c'est surtout ça le gros problème je pense. La AAA il a voulu faire. Oui, vas-y. Ils ont voulu le faire revenir cette année, alors qu'il y a un an il leur a fait un coup de pute. Il était méga champion de la AAA. Il s'est barré laissant le titre vacant. Il aurait pu comme négocier avec la WWE pour faire un match de plus et perdre le titre, que ça fasse, pas laisser la AAA dans la merde quoi. Au moins oui. Et le mec a aucune loyauté, il s'est barré, maintenant il revient. Bon ok, là le no-show c'était pas sa faute. Non, mais clairement oui. Au début, on a été mauvaise langue en critiquant, comme quoi il a encore fait un coup de pute. Totalement. Mais bon, il aurait pu. Oui. C'est quelque chose qui lui correspond. Et puis à un moment donné, si on se pose ces questions-là, c'est qu'il y a un arrière-plan. C'est qu'à un moment donné, le mec a pas géré à certains endroits. Pour petit rappel, il a fait partie de la AAA de 2000 à 2002. Ensuite, il a été à la CMLL de 2005 à 2009. Ensuite, il est arrivé à la WWE où il a fait 2009-2014. Puis il est reparti à la AAA de 2014 à 2015, Ring of Honor de 2014 à 2015, donc sur la scène indépendante. 2015, il a aussi fait des apparitions à la Lucha Underground qu'il a quitté prématurément. Apparition qui était pas très intéressante. Oui, totalement, qui n'apportait aucun intérêt à son personnage dans la Lucha Underground, pour revenir ensuite à la WWE cette année, et dont il est parti le 9 septembre pour revenir maintenant sur la scène indépendante. Après, il faut dire que cette année, ils l'ont vraiment mal utilisé. Ils l'ont fait revenir, il a battu Cena, il remporte le titre US. On se dit il va avoir un gros push et finalement il n'y a rien eu. Après c'est normal qu'il soit cassé. Mais est-ce que Del Rio au final est pas plus ce que j'avais appelé un chercheur d'or, une personne qui veut accumuler des titres et un palmarès, et on sait que généralement les contrats en tant que champion sont sont carrément mieux rémunérés d'ailleurs. Oui, et plutôt que d'avoir une carrière établie avec des feuds, avec
un vrai personnage. Est-ce que Alberto Del Rio du coup est pas un personnage qui se fixe par rapport au titre, comme peut le faire par exemple un lutteur de MMA, parce que je vous rappelle qu'il a du passif de MMA quand même. Bah, il Ouais, me semble qu'il l'avait toujours dit Vas-y. son but c'était... Il me semble qu'il l'avait toujours dit que son but c'était de se faire un matelas pour sa retraite, de chercher les... chercheur d'or, ça va bien, parce que c'est chercheur d'argent, mais chercheur aussi de titre. Il veut les deux. Donc il veut les poches et il veut l'argent. Oui, parce qu'il a été World Champion dans toutes les fédérations où il est passé, sauf la Ring of Honor et la Lucha Underground, bien sûr, même si, à mon avis, la Lucha Underground, il aurait pu faire face à Prince Puma ou Mil Muertes, parce que clairement, il avait de quoi faire avec un bon personnage. S'il était resté, un bon personnage il a le statut. Ce gars-là, il a tout pour être main eventer. D'ailleurs, justement, le seul truc qui le bloque à chaque fois, c'est son caractère. Et à la WWE, il a été mis de côté parce que Triple H peut pas le saquer parce que ça, hors ring, ça doit être un connard. J'en sais rien, mais oui, et puis il y a eu cette affaire aussi avec Page et la brand extension et le fait qu'il soit séparé. Et voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais si le mec est ingérable, c'est très con pour lui. Oui, voilà, c'est très con pour lui, si le mec est ingérable, il aurait pas cette attitude, il aurait tout ce qu'il veut. Ouais, si le mec est clairement ingérable dans ces moments-là, il faut clairement qu'il se remette en cause aussi à un moment donné. Et je pense que vu qu'il a acquis un statut de star, il veut pas se remettre en cause. C'est logique. Pour quelqu'un qui a acquis justement le statut de star, c'est logique qu'il n'y ait pas cette volonté de se remettre en cause et de se dire ouais machin. De toute façon, vu que je fais comme ça et que à chaque fois je gagne mon argent et je gagne des trucs comme ça, pourquoi je changerais? Et c'est totalement logique au final. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Bon après il a Page, donc pour moi il a tout, tu vois, mais on avait perso. Ouais. Non mais oh mon dieu, ça s'énerve. On a eu 3 fois 3 coups de cloche. Je pense que ça veut dire qu'on est bon au niveau timing. Et on remarquera la petite remarque de Rome sur Page. Ouais, on la retiendra. On la retiendra celle-ci. Du coup, on clôt ce sujet sur Del Rio en espérant justement qu'il ait un beau rétablissement quand même, parce qu'il s'est fait poignarder. C'est pas non plus super. C'est pas le seul. Rappelons que Jamie Noble a subi le même sort la semaine dernière. Exactement. Ouais. Donc j'espère que ça commence à devenir inquiétant cette histoire d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jamie Noble, les photos étaient encore plus gore, parce qu'il s'est pas juste fait lacérer, il s'est vraiment fait poignarder. En tout cas, on passe à notre main event, on va dire, le moment de team. Sujet final. Exactement. C'est cool, à chaque fois on termine par... Oui, on termine par le Puroretsu, voilà, on sait que c'est un peu le moment que les abonnés attendent, que les viewers attendent, donc voilà, on leur donne ce qu'ils veulent. Et du coup, cette semaine, team, de quoi allons-nous parler ? Eh ben, on va parler des Japonais qui arrivent en masse à la WWE. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? On va faire quelques exemples, je pense, oui, totalement, dans les récents. Du récent, du très récent même, on a quand même plusieurs noms, mais il y en a un qui revient en ce moment surtout qui fait pleurer beaucoup de monde au Japon, c'est Akira Tozawa, qui va bientôt tirer sa révérence à la Dragon Gate, sa fédération. Pas qu'au Japon. C'est ça. Après 12 ans, 12 ans de bons et loyaux services. Team tous les soirs, c'est ça. Tous les soirs, voilà, c'est ça. Et du coup, Akira Tozawa va rejoindre d'autres internationaux japonais, comme l'actuel champion NXT du côté masculin, Shinsuke Nakamura, l'actuelle championne NXT du côté féminin, Asuka, et aussi on a Kenta, mine de rien, qui est là-bas. On a Kenta, Hideo Itami. Qui à mon avis fera une triste carrière, je le sens, mais... Oui, après peut-être un peu gâché par les blessures, mais on l'espère pas, mais on verra. Et puis en tout cas, là, il va revenir en force en équipe. Pour le Dusty Road Classic, exactement, avec Kota Ibushi qui aujourd'hui... qui aujourd'hui a annoncé qu'il ne signerait pas de contrat avec la WWE. Donc, ce que Ibushi est actuellement en train de faire est assez incroyable, pour être souligné, c'est qu'il est en train... Mais la WWE à ses pieds. Exactement, il est en train de faire courir la WWE derrière une carotte en leur disant... donnez-moi une place de choix dans le Cruiserweight classique, donnez-moi des spots à NXT, donnez-moi le Dusty Road Classic, et au final, il ne signe pas.
Et les envoie chier. Il Mais les a envoie bien raison, chier. Et parce c'est qu'en même temps, impressionnant. il a le talent. Et en gros, la WWE le veut, donc ils vont se dire... enfin, il va se faire mendier, quoi. Il a Ouais, raison. clairement. De toute Et façon, pour lui, c'est pas un rêve, la WWE. C'est pas un mec qui a grandi en regardant la oui, WWE c'est comme un. justement Akira Tozawa, c'est un gars qui... C'est son plus grand rêve, quoi. Donc c'est logique qu'il se casse à la WWE. Mais Ibushi, il connaissait même pas Vince McMahon, hein, quand il a pas Ouais. reconnu dans le couloir. Donc là, on Ouais. voit que c'est À pas les partir mêmes, du moment où on reconnaît Et pas cette le histoire qui chairman, tourne. c'est pas les mêmes personnes, quoi. cette histoire est quand même incroyable. Donc, Le fait qu'il croise Vince McMahon ouais, j'avoue dans le que ça, couloir c'est fou. et qu'on lui dise mais tu viens de croiser Vince McMahon, qu'il se retourne et qu'il fasse ah d'accord. Et alors Ah, c'est cool. d'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc Ouais. du coup Tim, j'aimerais avoir ton avis parce que tu es notre chroniqueur Puroretsu tout de même sur cet exode du Ouais, c'est vrai. Puroretsu à la WWE. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le catch japonais mais aussi pour le catch américain en général? Alors, une bonne chose une mauvaise chose pour les fans de Puroresu parce qu'ils perdent beaucoup de talent, malheureusement, j'en suis le premier attristé. Après, pour la WWE, enfin surtout pour l'image des Japonais, pendant des années, les Japonais, c'était les clowns à la WWE. On a eu les Yoshitatsu, on a eu Tajiri qui a pas fait grand-chose, malheureusement, alors qu'il a eu le talent. Ouais. Bah on l'a Et d'ailleurs là, vu enfin, pendant les les. Japonais reprennent de l'importance. C'est ça. Alors c'est une super chose, ça. Au Cruiserweight Classic, on a vu Ibushi super bien mis en avant. On a Nakamura, Asuka qui sont champions. Après, est-ce que c'est une volonté de la WWE de faire ouais, regardez, nous on a des catcheurs japonais, on sait ce qui est bon. Mais bon, si après le push va pas suivre en main roster, c'est une fois qu'il sera en main roster qu'il faudra dire ça. Parce qu'on a vu par exemple Adrian Neville qui était champion NXT, qui était super bien pushé. Ouais. On voit ce qui devient maintenant. Donc j'imagine, Ouais. ça se trouve Asuka, Nakamura, ça sera peut-être pareil, on sait rien. Rome, est-ce que tu Donc, penses que Nakamura ou même que Asuka peuvent se faire une place dans le roster de la WWE? C'est un peu plus ta partie, on va dire. Et est-ce que tu penses qu'il serait capable de se faire une place, que ce soit SmackDown ou à Raw d'ailleurs? Déjà, je verrais plus Nakamura à SmackDown, carrément. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Nakamura, ouais, clairement. Asuka, même encore plus, puisque Asuka, la division féminine est bien plus ouverte que la division masculine. Donc je pense qu'Asuka, il y aura aucun problème. Nakamura, peut-être un petit peu plus. Mais je pense que vu comment... Bon, après, c'est pas une preuve tangible, vu ce qui s'est passé quand il y a Adrian Neville qui est passé en main roster et vu ce qu'il est devenu par rapport à ce qu'il a fait à NXT. Après, ma comparaison, c'est peut-être pas la meilleure. Parce que Neville, c'est quand même pas pas le même charisme que Nakamura, hein, mais. Ouais, c'est clair. Oui, parce que Nakamura. On peut aussi parler de Bodalas, quoi. Mais... Ouais, voilà. Mais déjà, Nakamura a ses violons, et parti de là, bon bah voilà. Juste le theme song de Nakamura te transporte au possible, et puis il a cette prestance, quand même. Son entrée, la façon dont il se comporte, il est vraiment dans l'acting. Il a une aura, le mec. Hein. Ouais, quand tu rentres, ça doit être quelque chose de le voir en live, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Le truc, c'est que les fans aussi sont derrière lui, et ça, je pense que ça joue un rôle majeur maintenant. Oui, parce que tu rentres dans le main roster, il n'y a pas de réaction. Ouais, c'est ça. Si le public suit, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Tu vois. C'est comme ce qu'on a vu avec. Je vais encore reprendre l'exemple de Bryan, mais Daniel Bryan, le public était derrière et ça marchait. Ça lui a donné le push de sa vie, on va dire, puis que du coup, il est désormais general manager. Ouais, et on a Par vu contre, on a quand même quelque chose d'important, c'est la barrière de la langue. Nakamura parle peut-être anglais, mais il a quand même un accent dégueulasse. Ah oui, c'est affreux. À entendre, c'est vraiment affreux. Et c'est pas le seul. Et ça, je pense que ça peut être vraiment handicapant. Pour en revenir à Tozawa, lui, il a une aisance un peu plus importante à l'anglais parce qu'il est passé par la PWG, il est passé par la Dragon Gate USA. C'est un des membres de la team Ricochet et Apollo Crews ex One Nation. Je pense que Tozawa au micro s'en sortira peut-être un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai rarement entendu Ahsoka parce que je vous avoue que la division féminine d'NXT m'intéresse peu, mais il me semble qu'elle a aussi des accents, enfin un accent très très prononcé. Donc voilà, c'est peut-être la seule barrière que peut avoir les Japonais à la WWE. Maintenant, on sait que in ring, ils sont capables. Il y a la barrière du style aussi. Voilà, ils sont capables. Ils vont devoir s'adapter forcément. Mais après, on a vu à Takeover que Nakamura il a réussi à plutôt bien s'adapter aussi le WWE, quoi.
Oui, totalement. Donc jusque-là, ça pose pas de problème pour l'instant. Et après, je pense, pour revenir sur la barrière de la langue, je pense que Nakamura, c'est peut-être un des seuls qui a pas besoin de parler, pour Oui, l'instant, en tout cas, qui a pour pas besoin de parler. enregistrer, ouais. Mais à mon avis, Et arriver dans le main roster, même s'il il en devait aura besoin. parler, je pense, perso, ça me dérangerait pas qu'il parle japonais, tu vois. Ça me Avec un dérangerait bon vraiment pas manager, qu'il parle pourquoi pas, japonais. ouais. Avec Parce un que bon justement, manager. ça donnerait un truc, plutôt spécial, tu vois. Parce que jusqu'ici, tout le monde parlait anglais, tout le monde doit parler anglais, tu vois. Le fait que t'en aies un qui parle japonais, ça changerait un peu la donne, tu vois. Ouais, Je pense que totalement. ce serait plutôt pas mal. Après, ça serait compliqué quoi, pour le public de. Autant sur les. On peut mettre des sous-titres pour ceux Sur qui les regardent la promos, télé, ouais, mais Des sous-titres. mais c'est vrai Des qu'en live, sous-titres sur les critiques. en live, ça peut en devenir live, rapidement c'est quand même compliqué. compliqué. Ouais. Mais tu fous des Et Tim, un sous-titres autre sur les truc grands que je pensais sur. oui, vas-y. Je pensais un truc sur le strong style. Enfin, on a vu que Nakamura il s'est plutôt bien adapté parce qu'on lui laisse encore des libertés à NXT. Oui, C'est totalement. comme Kota Ibushi sur le Cruiserweight classique ou Tozawa, ils ont fait des prestations correctes, voire très très bonnes, Mhm. parce qu'on leur a laissé des libertés. Mais en main roster, est-ce qu'on aura la même liberté? Je sais que Tozawa Ouais. il fait sa German suplex là, qui est assez violente il retombe bien sur la nuque l'adversaire. En main roster, je sais pas si ça sera vraiment autorisé. Et ça c'est quand Ouais. même, ça fait partie de leur Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. leur particulier, enfin, enfin, tu leur enlèves leur in-ring, Ouais, les voilà, gars, c'est ça. Enfin, c'est pas qu'ils valent ça donne rien, pas mais la c'est même qu'ils chose. vont être très handicapés. Non, non, Tim, on va voir si tu c'est as ça. fait tes devoirs. Je t'avais demandé si un top 3 de lutteurs que tu verrais bien à la WWE ou que tu ne verrais justement pas partir, que tu ne veux pas souhaiter partir. Est-ce que tu peux me le donner ou est-ce que tu n'as pas fait tes devoirs? Parmi qui? Bah, Je n'ai parmi pas les... fait mes devoirs, mais tu Eh parles bah pas. bravo, Parmi les New excellent. Japan? Oui, les lutteurs Parmi... actuellement en lice au Japon que tu verrais bien du coup à la WWE ou que, enfin, Ah oui, qui ont le qui style. ont le profil, Bah, voilà. voilà, c'est ça, qui ont le profil, parce que moi, j'aimerais pas les voir à WWE, parce que Oui, j'ai envie de forcément. les garder au Japon, hein, forcément. Bah, le premier d'entre eux, bah, c'est Okada, Oui, The Rainmaker, Ouais. parce que enfin, le gars, c'est un Il a tout. Il a entertainer tout. né, quoi. Il a le charisme absolu. Le ouais. in-ring est pas trop dangereux. Il est quand même assez classique. C'est pas du Non, Non, justement, ouais. c'est peut-être l'un des seuls qui se rapproche du in-ring WWE, Ouais, Ça, il a un même s'il a gimmick toujours lutté au Japon, quoi. c'est ça, totalement. c'est ça. Ah, non, il est passé par la TNA et sous une gimmick de Oui, merde. aussi, ouais. Ouais, Et pas la faux. TNA doit se mordre les doigts aujourd'hui. Oui, C'est totalement. Mais clair. donc je pense C'est clair. qu'Okada a vraiment le profil. Sinon, parmi les poids légers, peut-être que je sais pas trop Kushida. Je pense Mhm. qu'il peut s'adapter parce il est très technique et vu les cruiserweight actuellement mis en avant à WWE, je pense que c'est le genre de gars qui pourrait se faire une belle place. Mhm. Mais bon, après, c'est pas non plus un gars que j'ai envie de voir. Enfin, je l'adore justement, mais j'ai pas envie de le voir là-bas. Mhm. Euh, qui sait qui aurait, je sais pas, vous donner des idées aussi parce que si Bah j'ai pas moi, fait mes Et devoirs. bon, honnêtement, moi, de ce que euh, j'ai vu, je verrais bien Shingo Takagi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, Il m'a volé mon idée, ça. au Ah, niveau du Shingo. style, je le verrais bien aller à Ouais, WWE, totalement. perso. Et Euh, Oui, c'est vrai qu'il a. si j'avais une Non, pièce à il est quand même miser, petit. Par contre, il est petit, hein. ouais, mais bon, ouais, ouais. Ça, enfin, c'est on voit que une de nos jours, précision. Ouais, enfin, mais Brian aussi était petit. Hein. ouais, voilà. c'est un peu son point fort. Ouais, mais son point fort à la Dragon Gate, c'est que c'est un des plus imposants du roster. C'est un peu la brute du roster. Ouais. Et mais le mec, en vrai, il fait 95 kilos pour 1m79, Ouais, 1m80. face Donc à un quand tu le mets Roman face Reigns, à ouais, John voilà. Cena, tout de suite sa force, sa puissance, enfin tout ce qui dégage à la Dragon Gate va Elle devient disparaître. Et normale, ça, ouais, je pense elle que devient normale. Et c'est justement, ça. ce serait pas un truc énorme que tu le foutes devant John Cena et qu'après ils mettent une raclée à Cena, tu vois, dans le Ouais, Ah ring. oui, bah le Ce faire, serait le faire tellement passer énorme, tu pour un vois. enfin, un second underdog, enfin, c'est une bonne idée, c'est une excellente idée. Idée de fin parce que, écoutez, mec, ça c'est... marche. Ouais, j'ai kiffé, ouais. On attend la troisième. Et puis on attend la troisième, On attend la voilà, troisième, ouais. on est dans la productivité, on attend toujours plus, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc on vous remercie Tout à fait. beaucoup pour avoir suivi cette émission. Un grand merci à vous. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que nous de la faire. Et puis on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, les gars. Ouais. Même Ciao. heure, même temps. Et puis de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Raccoon pour la Squared Cycle Radio qui s'arrête pour le moment. On se dit la semaine prochaine. Ciao à tous. Salut. Ciao.